Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle séquence de nos podcasts éducatifs Faire École. Nous revoici in medias res à l'Assemblée nationale et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Xavier Raufer, je ne sais pas comment le dire, bref, qui est un criminologue connu des services, si j'ose dire, en tout cas très honorablement connu de la communauté scientifique, notamment par son parcours au CNAM, il va nous l'expliquer dans quelques instants. Et en tant que criminologue, nous allons deviser, converser, Xavier Raufer et moi, sur la criminalité générale dans les cités, sur ce en quoi elle impacte et perturbe l'action éducatrice de l'État, sur les voies et moyens d'y remédier dans la mesure du possible. Donc Xavier Raufer, bienvenue. Merci à vous, merci de votre invitation. Donc j'imagine qu'il faut que je me présente rapidement. Exactement. Voilà, donc toute ma vie j'ai été enseignant pendant 18 ans à l'Institut de criminologie de l'Université Paris 2. Après quoi, nous avons, avec mon collègue et ami Alain Boer, créé le pôle sécurité-défense au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Dans un premier temps, j'y ai dirigé le Master 2, c'est-à-dire la deuxième année du Master, qui reprenait en l'amplifiant les cours de ce qu'on faisait à l'Institut de criminologie. Et après ça, j'ai décidé de faire plutôt de la recherche. Et maintenant, je suis directeur d'études, c'est-à-dire que j'essaye de déceler des nouvelles tendances et tout ce qui peut perturber la société des gens honnêtes dans le domaine des formes collectives de criminalité. Mmh. Aucun savant au monde ne peut étudier un phénomène unique. Bien sûr. Voilà, donc il faut une répétition des phénomènes pour qu'on essaye d'y trouver une logique, une constance, etc. Et donc nous nous occupons des formes collectives de criminalité, c'est-à-dire crime organisé et terrorisme. Très bien. Tout ce qui est vraiment en contradiction avec le code pénal, sauf ce que font les militaires en kaki, parce que ça, c'est l'école de guerre, c'est plus nous. Voilà, donc on s'occupe de tout ce qui est dans la marge et dans la zone grise. Alors, on fait ça. Comme enseignant, naturellement, on a d'autres fonctions. Il faut diriger des collections de livres, il faut s'occuper des revues scientifiques, il faut aider les étudiants à préparer leur thèse de doctorat, etc. Voilà. Donc, on fait ça. Mais essentiellement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est de la recherche. Pour donner un exemple précis de ce que c'est que la recherche, en octobre 2023, j'ai organisé au CNAM une journée sur l'anticipation en matière stratégique, c'est-à-dire comment faire pour ne pas être toujours surpris par ce que font les méchants à travers le monde, que ce soit les méchants terroristes ou les méchants criminels. Et là, au mois de septembre, il y a un mois et à peine, j'ai dirigé, préparé, organisé les assises de la recherche stratégique pour le compte du secrétariat général de la Défense nationale, mais ça se passe une fois par an au CNAM. Et là, il y a quelques centaines de personnes dans une pièce qui discutent de la sauce à laquelle nous allons être mangés le coup d'après. Donc voilà ce que je fais de ma vie. Bon, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourriez-vous, en quelques phrases, nous indiquer ce qui évolue dans la criminalité organisée dans notre pays, les nouvelles formes de criminalité, et notamment les proximités qui semblent se dessiner entre le narcotrafic et l'islamisme radical dans les cités, dans les territoires perdus de la République. Alors, si vous me permettez, il faut reprendre les choses de plus haut et de plus loin. D'accord. Il faut... Bien sûr. Que fait-on quand on fait de la recherche ? On commence par gratter jusqu'au moment où on a atteint un sol solide, et une fois qu'on a un socle solide, à partir de ce moment-là, on peut bâtir. Très bien. Voilà. De quoi parlons-nous ? De quoi souffre la France à l'heure actuelle ? Depuis un demi-siècle, elle souffre du fait d'avoir sur son sol, vous en avez parlé, des quartiers perdus de la République, des zones, des secteurs, des quartiers hors contrôle, et ces quartiers et ces cités prolifèrent, ils métastasent, ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Ils ont, pour essayer de surnager à la surface de ce marigot, un ministère qui s'appelle le ministère de la Ville, etc. C'est un euphémisme naturellement à la fois bête et méchant, puisque bien sûr ce n'est pas des villes dont il s'agit, on n'a jamais vu une ville commettre un crime, non, mais il s'agit des habitants qui y vivent,
Et il s'agit non pas d'un ministère qui serait dédié à toutes les villes sous toutes leurs formes et de toutes leurs tailles, mais uniquement des quartiers qu'on a appelés quartiers sensibles, après ça, quartiers prioritaires, et puis, comment dire, de reconquête républicaine. Oui, maintenant, oui. Terme affreux, ça signifie qu'on les a perdus quand même. Ah ben voilà, c'est un aveu. Reconquérir, c'est un aveu terrible. Ouais. Voilà. Donc, nous avons ce problème-là. Toute personne qui a fait un peu de politique une fois dans sa vie sait très bien que quand un pays a des problèmes, il en a une dizaine, mais il n'a jamais 10 problèmes de la même taille. D'usage, il en a un très gros et plein de petits autour. Alors, le très gros, à l'heure actuelle, c'est cette histoire de métastase des quartiers perdus de la République qui entraîne tout le reste. C'est-à-dire tout ce dont on va parler aujourd'hui entre à l'intérieur de la problématique des quartiers perdus de la République. Tout à fait. Les écoles où on se bagarre, le trafic de stupéfiants, les émeutes. Les émeutes, les fusillades. Voilà, etc. Tout ça vient de là. Pourquoi ? Parce que il y a un principe de base dans la criminologie. Nous travaillons à partir de principes très simples. Et le premier d'entre eux, c'est que les malfaiteurs... Alors ça pourrait être une boutade, c'est tellement simple, c'est tellement évident, ça a tellement l'air d'un truisme. Hein. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Voilà. Autrement, ils continuent. Évidemment. Les malfaiteurs ont généralement comme souci le fait de se remplir les poches le plus vite et le mieux possible. Si on ne les empêche pas de se faire, eh ben, ils continuent. Bien sûr, voilà. Ils étendent leur business, bien sûr. Ben oui, et puis voilà, et donc ils continuent, etc. Donc, s'agit-il d'une démarche qui, chez eux, je parle des voyous, a quoi que ce soit à voir avec l'idéologie? Non. J'ai gagné avec certains amis tous les paris que j'ai voulu, des amis dans un début de politique que nous connaissons. Ils étaient persuadés, et même à haut niveau, que le début de l'intifada du 7 octobre à Gaza entraînerait des émeutes dans les cités. Mais j'ai dit, mais pas du tout. Ils s'en tapent. C'est pas bon pour le business, pour le coup. Oui, bien entendu. Alors, on n'a pas vu, il n'y a même pas eu un carreau cassé. Non, les émeutes, oui, parce que ça permet de desserrer les trains de policières sur les quartiers et ça facilite la prostitution des mineurs, le trafic de drogue, le vol de voitures, enfin tout ce qu'ils font dans les quartiers en question ou à partir des quartiers en question. Et puis, à partir de ça, ils peuvent naturellement exercer encore mieux, entre guillemets, leur talent. Et puis voilà, c'est ça. Sûr. Donc, nous avons ce problème de quartier hors contrôle. Si nous le résolvons, eh bien, nous résolvons 70 à 80% de ce qu'on appelle la délinquance ou la criminalité de voie publique. Tout à fait. Un petit rappel, en tant qu'élu de la nation, vous avez le souci de ce qui peut rendre difficile ou pourrir la vie des Français. Eh bien, il y a 3 grandes formes de criminalité. Il y a d'abord la criminalité en col blanc, où un type fait des escroqueries avec une banque et part avec l'argent de la clientèle. Deuxièmement, les atteintes à l'environnement, qui peuvent être très graves. L'usine qui déverse du poison dans une rivière, et puis voilà. Donc tout ça, mais ça peut avoir des conséquences. Bien sûr, oui. Quand il y a une vraie mafia quelque part, par exemple dans la région de Naples, où ils déversent tous les déchets toxiques sur le sol ou dans les rivières, il y a 4 ou 5 fois plus de cancers infantiles, parce que ça passe dans la végétation, les vaches, le lait, et après ça, les gens... Bon, bref, ça peut donner des cancers. Donc c'est grave. Et puis troisièmement, ce qu'on appelle la délinquance de voie publique, c'est-à-dire arracher le sac de la vieille dame, cambrioler, etc., tout, et puis faire des émeutes, vendre de la drogue et tout ça. Donc on parle de la délinquance de voie publique, laquelle, à l'heure actuelle, est à 80 ou 90% d'origine étrangère. Les criminologues ne sont pas là pour autre chose que faire des diagnostics. Bien sûr. Voilà, le diagnostic, c'est celui-là. C'est factuel, ça, bien sûr. Et une fois, il y avait un journaliste qui me dit, oui, mais quand même, je dis, monsieur, le jour où ça sera des Suédois, je le dirai aussi, quoi. Voilà. Je n'ai pas de parti pris. Bien sûr, tout à fait. Oui, d'accord. Et donc, la criminalité, donc, est-ce que, dans vos recherches, vous vous intéressez aux effets de cette criminalité diffuse, et qui se diffuse, sur le système éducatif, sur les écoles, sur les collèges des quartiers, etc. Est-ce que vous avez fait une focale là-dessus un petit peu dans vos travaux? Bien sûr, mais là aussi, il faut partir de la perspective large et puis aller jusqu'au détail. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers en question?
la jeunesse y est complètement laissée à elle-même. Le plus souvent, il s'agit de la jeunesse immigrée, mais immigré ne signifie pas pour autant obligatoirement originaire du continent africain. C'est pas suivez mon regard. Hein. Oui. Je rappelle toujours l'exemple de ce qui s'est passé quand il y a eu l'énorme migration des Irlandais sur la côte est des États-Unis et à New York. Le bazar qu'ils semaient, la façon dont ils étaient trouvés ivres-morts par terre, poignardés, revolverisés et tout était telle que encore aujourd'hui, un siècle après, vous savez ce qu'on appelle en argot parisien pour le quart de police secours, le panier à salade, parce que c'était des trucs grillagés au départ. Eh bien, à New York, un siècle après, ça s'appelle encore Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais. Voilà. Donc, ils étaient blonds, ils avaient les yeux bleus. L'immigrant qui n'est pas intégré, qui ne sait pas comment il va gagner sa vie, eh bien, il y a un grand risque qui tourne mal. Alors, on est dans ce contexte-là. Voilà. Alors, dans les cités en question, s'accumulent des gens, une partie de la jeunesse tourne mal, d'autres, aucun problème. J'ai naturellement, et j'ai eu des tas d'étudiants d'origine des pays en question, qui étaient des brillants sujets, et puis il n'y avait aucun problème avec eux. Ils devenaient juristes ou n'importe quoi, à la fac de droit quand même, et donc on n'a eu aucun problème avec eux. Mais des fois, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils s'agrègent en bandes. Les bandes en question, elles ont 3 territoires où elles sévissent. Je réponds à votre question. Premier territoire, la cité dont elles viennent. Bien sûr. Toute forme de banditisme, aussi primitive soit-elle, est une activité à caractère territorial. Il faut son fief. Et donc, on a son fief. Et on part de là. Donc, premier territoire, le fief, la cité, le quartier. Deuxième territoire, les réseaux de transport en commun. Les criminologues savent très bien que le bassin de la criminalité dans une métropole, c'est le réseau des transports en commun. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que pour la région parisienne, le bassin de la criminalité, ça va jusqu'au bout du RER. Absolument, tout à fait. Ça fait une douzaine de millions d'habitants et ça se situe dans ce bassin-là. Comme on l'a vu hier ou avant-hier, avec l'attaque d'Ozoir sur Ferrières. Ozoir-la-Ferrière. Ozoir-la-Ferrière, voilà, qui est au bout de la ligne. Parce qu'ils circulent là-dedans. Et puis troisièmement, l'école. Pourquoi? Parce que les bandes, entre elles, s'affrontent parfois, mais la plupart du temps s'évitent. Ils ont leur fief, ils vendent leur drogue là-dessus, ils cassent les voitures pour les piller, ils les volent pour les revendre, mais c'est sur leur territoire ou à proximité immédiate. Et en dehors de ce territoire-là, la bande est en danger de tomber sur d'autres qui vont dire qu'est-ce que tu fais là, et puis maintenant ça peut même se régler à coups de pistolet. Tout à fait. Donc le seul endroit où les bandes ne peuvent pas s'éviter, c'est l'école. Bien sûr. Et où 2 quartiers lancés dans des rivalités d'autant plus inexpiables qu'ils en ont oublié l'origine. Bien sûr. Il y a un type qui a regardé la sœur de l'autre il y a 15 ans, et puis depuis ils se battent comme des chiffonniers. Et donc, le seul endroit où ils sont obligés d'être ensemble, c'est à l'école. Alors, comment tu m'as parlé, je vais appeler mon grand frère, etc. Et puis voilà. Donc, les problèmes qu'a l'école, dans la périphérie des grandes villes, et maintenant même, hélas, dans les villes moyennes, résultent de ça. Tout à fait. Là, ce sont des problèmes liés au phénomène de bande, donc des phénomènes de violence, que j'ai bien connus lorsque j'étais inspecteur d'académie, moi-même à Évry. À Évry, c'était très clair. Hein. On était même arrivé à cette aberration de faire pratiquement des collages ethniques pour éviter des affrontements extrêmement violents, pouvant aller jusqu'à mort d'homme, sur les parvis des établissements. Donc il y avait l'établissement, on recevait plutôt des Antillais, et l'autre, on recevait plutôt des Maghrébins ou des subsahariens. Les Africains et les Antillais étant comme chiens et chats. Tout à fait, bien sûr. Donc, ils ont horreur d'être confondus. On ne le faisait pas officiellement, mais je me souviens très bien qu'avec les élus locaux, dont à l'époque Manuel Valls, qui était maire d'Évry, on avait cette discussion-là. Ça revenait à ça, mais on le disait dans l'intérêt public, c'est-à-dire que ce qu'on essayait d'éviter, c'était des affrontements et des histoires à n'en plus finir.
et puis évidemment une dégradation complète de la sécurité publique. Et du coup, l'action éducative, puisque les élèves ne pensent plus qu'à ça, ils ne travaillent plus. Bon, ouais. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que à l'intérieur d'un même pays ou d'un même secteur, il peut y avoir des gens d'origine hostile. Bien sûr. Par exemple, les Peuls avec d'autres ethnies du Sénégal, les Berbères contre les Arabes, etc. Donc il faut morceler à l'infini. Absolument. Et donc c'est pas jouable. Non, bien sûr, mais ça existait aussi en France autrefois. Il y a toujours eu, entre les Parisiens et les provinciaux, entre les Alsaciens et les Lorrains, entre les Bretons et puis les Gallos, enfin bref, des rivalités et des petites bagarres, etc. le samedi soir. Normal. Et ça, c'est normal, c'est rien, c'est propre à toute société. Sauf que là, on est arrivé. L'être humain n'est pas un robot. Non, exactement, bien sûr, tant mieux. Non, mais là nous sommes à un autre niveau, sur un autre registre, et dans un autre monde, en fait, qui est celui, vous avez raison, si je puis me permettre, c'est la territorialisation bien sûr. Des ethnies, qui du coup territorialise aussi notre territoire, c'est notre propre cité. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes plus chez nous dans certains coins. Je suis allé l'année dernière à Marseille dans une mission d'information, qui se déroulait dans une école d'éducation prioritaire, on va y revenir. Notre petit cortège de quelques voitures, quelques inspecteurs, quelques députés, a été checké par des voyous. Par des voyous encagoulés avec des lunettes noires, qui ont regardé nos immatriculations, ont passé un coup de fil et nous ont laissé passer. Bien sûr, c'est extraordinaire. C'est eux qui font la loi. C'est un checkpoint, voilà. Ouais. Donc, et d'ailleurs, quelques jours plus tard, on a trouvé au sein de l'école, dans un regard pour le pluie, on a trouvé des kalachnikovs et des grenades. Bien sûr. Ouais, tout va bien, quoi. C'est mieux pour qui irait les chercher là. Mais exactement, tout à fait. Et là, c'est par hasard, c'est parce que le regard était bouché. Donc la directrice a dit, c'est bouché, il y a quelque chose, en effet. Et pour cause. Il y avait des grenades défensive. Donc, si vous me permettez, la situation est d'autant plus grave que désormais, après la décolonisation, qui était à un moment donné devenue indispensable, on ignore tous ces problèmes. Oui, une fois où j'étais à Washington avec un collègue britannique, et donc on était en face avec des dirigeants de la sécurité, des services de renseignement américains, qui s'arrachaient les cheveux sur la situation en Irak. C'était au moment où ils étaient en train de se faire foutre dehors de l'Irak, parce que toutes leurs entreprises là-bas avaient échoué. Alors, à un moment donné, comme on était entre nous et qu'on pouvait se dire les choses clairement, je leur ai dit, chers amis de Washington, voilà. Alors, mon collègue anglais se marrait parce que lui, il connaît aussi la situation que nous, on a vécue. Alors, je lui ai dit, voilà, si vous voulez continuer à intervenir dans des endroits comme l'Irak et l'Afghanistan, il faut recréer une structure d'État que nos amis britanniques et nous avons eue. Il faut recréer un ministère des colonies. Voilà. Parce que quand il y avait un ministère des colonies en France, il y avait des gens très savants, qui savaient qu'il fallait pas mélanger tel torchon avec telle serviette, bien sûr. Que si on mettait un animiste avec un musulman, et que ceci et que cela, et donc qui parlaient éventuellement les langues et les dialectes, et qui connaissaient la culture des pays en question. Une école des langues orientales, mais bien entendu. Et on avait une école d'administrateurs coloniaux qui étaient des professionnels. Ben oui, exactement. Et donc, ça n'existe plus à l'heure actuelle. Alors, mais ça pourrait aussi valoir chez nous d'une certaine façon. Les Américains sont entrés sans savoir trop ce qui se passait en Irak en 2003. Et quand les dirigeants américains découvrent quelque chose, à retardement, bien sûr. Eh bien, ils vont faire leur confidence à leur bulletin paroissial qui est le New York Times. Et c'est ainsi que le grand titre, un beau jour de 2006 du New York Times, c'était « Inouï, les Irakiens vivent en tribu ». Ça fait juste 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans que c'est comme ça. Bravo. Et là, on commence par envahir, et après ça, on découvre là où on a mis les pieds. Alors, à un niveau naturellement moins grave, c'est moins sanglant, mais dans certains cas, l'activité un peu brouillonne de gens qui ignorent tout des affaires d'origine du pays, eh ben, ça donne des résultats un peu semblables. Donc vous pensez qu'il faudrait remplacer le ministère de la Ville par le ministère des Territoires perdus ? Ça serait une boutade, mais ça serait sans doute utile. Je vous donne un exemple. Une fois, j'arrive à Dakar pour une conférence.
Et il y avait un buffet à midi, et vient vers moi un colonel de la gendarmerie nationale sénégalaise. Il y avait eu des émeutes. Et il me dit, mais j'ai honte, j'ose plus venir à Paris, parce que ceux qui font ça, c'est des petits de chez nous. Je les reconnais. Oui. Et donc, à la fin, c'était un grand gaillard, hein, il me dit, vous m'envoyez 3 semaines en Seine-Saint-Denis et ça s'arrête tout de suite. Eh bien, dis donc. D'accord. Voilà, parce qu'ils savent faire. Oui. Ils savent dire, à la fin de la récréation, terminé, tout le monde rentre chez soi. Je me demande si, d'une certaine manière, il ne faudrait pas s'inspirer de la sagesse. Oui. Les gendarmes sont des braves gens, ce n'est pas des sanguinaires. Bien sûr. Et il y a des gendarmeries en Algérie, au Maroc et au Sénégal. Eh bien, s'il ne faudrait pas leur demander, bien entendu, dans le registre préventif, corriger plutôt que sanctionner, il ne faudrait pas leur demander, ils viendraient ici, ils observeraient, ils diraient, mais vous vous y prenez comme ça, ben non, là, avec des gens de chez nous, ça ne va pas bien se passer, etc. Chose qu'ils pourraient passer, voilà, des idées simples, au lieu d'avoir une idée, on est tous ennemis les uns des autres, se servir de gens qui souvent ne demandent qu'à bien faire, bien sûr. Les faire venir pour dire conseillez-nous, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà une idée simple. Ah, c'est une idée audacieuse. Aussi bien, d'ailleurs, dans le domaine de l'école. Oui, aussi, oui. Voilà. Oui, oui. Ils ont des maîtres chez eux, ils savent comment faire. Ils éduquent des enfants de leur propre origine toute la journée. C'est vrai. Enfin, là, je serais un petit moins d'accord, parce que, bon, l'école a pour fonction d'assimiler tout le monde, y compris les petits Français, je veux dire. Oui, l'école assimile la société. Bon, bien sûr. C'est une fonction. Donc, ça vaut évidemment aussi pour les allophones ou les élèves d'origine, enfin de cultures étrangères, n'est-ce pas? Parce que là, du coup, c'est pas négociable. On ne va pas commencer à leur parler dans leur langue. Ah, mais il n'est pas question de ça. On apprend le français parce que le français est le vecteur de la civilisation, et donc il faut absolument être intransigeant là-dessus. Notre idée est même de renforcer dans les réseaux d'éducation prioritaire, il y en a quand même plus de 600, renforcer de manière très significative l'enseignement du français, de manière à ce qu'on arrête d'entendre cette espèce de sabir qu'on nous sert là, qui est un langage des cités, enfin, qui est intéressant du point de vue linguistique d'ailleurs. C'est une sorte de novlangue des cités. Donc, mais évidemment, elle ne permet pas du tout l'intégration et encore moins l'assimilation des élèves. Et même la compréhension. Oui, en plus, je ne comprends rien. Le grand philosophe du XXe siècle, Martin Heidegger, a dit « La langue est le berger de l'être ». Bien entendu, bien sûr. Voilà. Comment voulez-vous penser quand vous n'avez pas... Alors, une bonne partie des phénomènes de violence provient du fait qu'ils ne sont pas capables de verbaliser les problèmes. Et quand on ne peut pas verbaliser, on frappe. On frappe, voilà, tout à fait, on est bien d'accord, très bien. Bon, très bien, donc nous en avons terminé avec la politique de la ville, qui va être remplacée prochainement par un ministère un petit peu exotique, mais sûrement plus efficace. Donc je plaisante un peu, excusez-moi. Donc, alors... Ah mince. Donc, oui, donc nous vivons une situation en France qui quand même est en train de se dégrader sérieusement pour les raisons que vous avez expliquées. Bon, à cela vient se greffer, en tout cas à l'école, dans l'école, la tentative d'emprise, d'influence au minimum d'un islamisme radical conquérant, très très structuré par l'idéologie et surtout par le projet politique stratégique des frères musulmans. C'est quelque chose qui s'installe dans la moindre, maintenant, classe de 6e des Yvelines, qui n'est pas réputée, je ne parle pas de Mantes-la-Jolie, je parle des Yvelines chics. Vous avez des élèves de 6e qui s'opposent à ce que l'on commente, par exemple, ça avait fait beaucoup de bruit l'année dernière, un tableau d'un maître italien où l'on voyait des femmes dénudées. 3 petits gamins de 11 ans sont capables de mettre le bazar jusqu'au ministère. Donc, je veux dire, ça, c'est à côté du narcotrafic, des questions de territoire, des questions ethniques, il y a aussi, me semble-t-il, mais vous pouvez me démentir si je me trompe, l'influence croissante d'un islam radical, organisé, méthodique, qui a un projet de conquête pour faire de la France une Dar al-Islam. Est-ce que je me trompe? Il y a 1,5 milliard à la louche de musulmans. Oui. Là-dedans, il y en a une vaste majorité qui, comme les chrétiens ou comme les juifs, pensent que leur religion relève de la sphère et de la pratique personnelle. Bien sûr. Exemple, l'islam turc, c'est un islam de la sphère personnelle. Oui. J'ai une maison et je passe une partie de ma vie en Grèce. Ils sont restés 4 siècles en Grèce, qui était naturellement une occupation épouvantable. Ils n'ont jamais cherché à convertir une personne à l'islam. Ah, très bien. Voilà. Vous êtes chrétien,
Voilà. Ouais. Donc l'Empire ottoman reconnaissait pas les nations, il reconnaissait les religions. C'était une théocratie. Oui, tout à fait. Donc il y avait les chrétiens, les juifs, les chrétiens tous ensemble, hein, les orthodoxes, les catholiques, tout ça, pouf, pouf. Il y avait le statut de Jimmy, c'est ça, de protéger. Voilà, donc, et ils payaient une taxe. Le seul ennemi mortel de l'islam, c'était les religions primitives, polythéistes, etc. Tout ce qui n'était pas religion du livre. C'est ça. Voilà. Ahl al-Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire de la Bible. Hein. Voilà, donc eux, ils reconnaissaient ça. Et puis, même, vous vous souvenez, parce que c'était un aspect un peu méconnu, il y a eu une hérésie qui est apparue à la fin du Moyen-Âge, c'était les Cathares, donc des gens qui s'inspiraient des religions perses anciennes, etc. Et ces gens-là étaient dans les Balkans aussi. On les appelait Bogomiles. Et les Bogomiles des Balkans avaient exaspéré naturellement aussi bien les catholiques de Venise que les orthodoxes de Byzance. Bien sûr. Ils étaient en train de se préparer une croisade commune pour les exterminer quand l'Empire ottoman a conquis les Balkans. Alors, l'Empire ottoman, pour eux, c'était des sortes comme des sortes de pseudo-chrétiens, ils s'en foutaient, hop, restez dans votre coin, payez votre taxe, vous occupez pas du reste. Et ils ont découvert en discutant, les chefs bogomiles ont discuté que comme l'islam, ils étaient monophysites, qui ne croyaient pas à la Trinité, qui croyaient que Dieu était unique, etc. Et donc, ils ont demandé à se convertir à l'islam. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Bosniaques. Ah oui, mais les Turcs leur ont empoisonné la vie pendant 70 ans, vous êtes sûr, vous êtes certain, parce que nous, on n'y tient pas trop. Mais ils ont eu toutes les peines du monde à les accepter. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques centaines de milliers de Bosniaques qui sont les seuls Européens musulmans, d'ailleurs. Et c'est ça, c'est les anciens Cathares. Et la sublime porte, le sultan et puis Istanbul leur ont fait toutes les misères du monde, donc ils ne sont pas du tout... voilà. Alors, cela, on n'en parle pas. Il y a une minorité dans l'islam qui pense que la religion doit s'imposer à toutes les formes de la vie sociale. Absolument. Et il y a une minorité encore plus restreinte qui pense que pour arriver à ce résultat-là, il faut le faire par la voie des armes et par la voie militaire, par la forme conquérante du djihad. Voilà. Djihad, c'est un effort à faire sur soi-même. Oui, c'est pas forcément ça peut être militaire. Un régime pour maigrir. Hein, voilà. Donc, mais là, c'est la forme militaire du djihad. Donc là-dedans, vous avez deux catégories d'individus. Ceux qui passent à la télé et qui disent on va tous vous tuer et vous êtes des infidèles et donc gare à vous, Bin Laden par exemple, et puis vous avez les autres qui arrivent à la télé avec un violon et qui disent nous sommes tous frères, etc. Voilà. J'ai fréquenté pas mal de frères musulmans, j'en ai vu pas mal, notamment en Tunisie, Ghanouchi, les autres de An-Narda, etc. Et quand j'arrivais pour les voir, ils m'appelaient Cheikh Xavier, et ils disaient mais Cheikh Xavier, tu connais Angela Merkel? Alors je disais oui. Il disait, tu vois, elle est démocrate chrétienne, et ben nous c'est pareil, on est des démocrates musulmans. Voilà, Alors j'éclatais de rire, je disais, je ne suis pas l'ambassadeur des États-Unis à qui vous pouvez faire croire toutes vos sornettes, il n'y a pas pire menteur que vous, comment tu nous parles, mais non, tu sais qu'on t'aime bien, etc. Donc c'est vrai, j'avais de bons rapports avec eux, mais je ne marchais pas dans leur combine. Donc les frères musulmans sont d'autant plus dangereux que... Ils ne vous tuent pas à vif, ils essayent de vous endormir d'abord et de vous tuer après. Donc je les connais, c'est des filous. Hein, donc, oui, absolument. Ils sont intelligents en plus. Bien sûr. Cultivés. Bien sûr. Alors, il faut savoir un certain nombre de choses à leur propos. D'abord, qu'au début, quand c'est créé en 1920 par Hassan al-Banna, les frères musulmans, la confrérie des frères musulmans, elle est créée en Égypte, mais pas n'importe où. Elle est créée dans la zone du canal de Suez, à l'époque sous contrôle britannique, et le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a des preuves, que quand Hassan el-Banna a voulu créer la confrérie, il a ouvert une souscription. Le premier souscripteur, et qui a donné beaucoup de fric, c'est la compagnie du canal de Suez, c'est-à-dire les services de renseignement britanniques, sous un autre nom. Donc nos amis britanniques jouent à ce petit jeu depuis un siècle, 1920, 2020, 104 ans, voilà. Donc, ils ne sont pas apparus complètement, ils ne sont pas tombés du ciel. Non, bien sûr. Par la suite, ils ont toujours eu un jeu parfaitement ambigu entre le légal et l'illégal. Ils ont toujours eu un jeu ambigu entre sunnites et chiites. En plus, à savoir que quand Yasser Arafat, le patron de l'OLP, était jeune militant des frères musulmans
palestinien, mais en Égypte. Oui, oui. Il dit que dès les années 50, il y avait des petits mollahs qui venaient d'Iran et avec lesquels ils échangeaient des recettes pour la lutte armée, etc. etc. Oui, donc, ce sont des vipères. Oui, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et ils sont capables du pire. Et on n'a jamais su, par exemple, si le djihad islamique, vous savez, ceux qui ont tué le président Sadat, si c'était une vraie scission des frères musulmans ou une fausse scission pour les besoins de la cause, du style, bon, après... Dégage Sadat, oui. Voilà, mais restez dans votre coin et puis on s'occupe de tout le reste. Donc c'est ça. Et la preuve qu'ils sont capables de la lutte armée, c'est que le Hamas, la bande de Gaza, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Parfaitement, tout à fait. Donc, des fois, ils sont gentils, des fois, ils sont à Bruxelles, ils portent des cravates parce qu'ils ont une fatwa qui les autorise à porter des cravates, à s'habiller, à se grimer de manière à ressembler. Voilà, ils sont propres comme tout. Oui. Et puis, c'est les autres qui sont dans la bande de Gaza. Ou alors, voilà. Donc, vous voyez que ce sont des gens extrêmement dangereux. Oui, très bien, bien sûr. Bien sûr. Et là aussi, souvent, chez nos amis de droite, là, il y a une difficulté, à savoir que le seul qui les ait exterminés dans son pays, c'est Erdogan. Quand il y a eu la fausse coup d'État en 2016 de Fethullah Gülen, l'espèce de patron de la confrérie des frères musulmans turcs, qui vient de mourir d'ailleurs aux États-Unis, et Erdogan qui sait très bien jouer sur les frères musulmans du Soudan, etc. Mais chez lui, il a dit pas de ça. Et donc, il en a balancé des dizaines de milliers en prison. Il y en a des milliers qui ont été tués. Les Égyptiens l'ont fait aussi. Les Égyptiens l'ont fait aussi. Oui, mais ils le font mollement. Oui, ah bon. Depuis Nasser, ils le font mollement. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas ouvrir les portes à Gaza, c'est parce qu'ils n'ont pas envie que ça recommence. Ah, bien sûr. Parce que tous les Palestiniens qui vont débarquer chez eux, il y a une bonne proportion de frères musulmans, ces gens du Hamas dedans. Quoi. Donc voilà, vous avez raison de dire que c'est dangereux, parce qu'ils sont épouvantables. Ce sont des vipères. Ils sont doucereux, gentils, sympas. Et c'est les rois du coup de poignard dans le dos. Très bien. Bon, écoutez, comme ça. Toute personne dans l'histoire qui a tenté de jouer avec les frères musulmans l'a payé de sa vie. Ah oui, très bien. Pourquoi Sadat a-t-il été tué par le djihad islamique ? Parce qu'il avait ouvert les portes des universités égyptiennes aux frères musulmans pour contrer à l'époque l'influence des communistes. Absolument. Voilà. D'accord. Et à chaque fois qu'on essaye de jouer avec eux, à chaque fois on le paye. Les Israéliens ont laissé les frères musulmans entrer dans la bande de Gaza, chez Yassine, et bien vous avez vu ce qui leur est arrivé, 1300 morts, quoi. Voilà. Plus les militaires qui ont été tués depuis. Bien sûr, bien sûr. Donc ils sont dans le monde comme entité dangereuse, je dirais qu'il n'y a sans doute pas plus dangereux. Bon, très bien. Et nous, on les suit du regard sans arrêt, en tant qu'analystes. Bon, oui, on les suit du regard, je pense qu'on les suit à mains égards. Simplement, le monde universitaire, notamment, est dans le déni, bien sûr. Les travaux de Madame Bacler ont été longtemps ostracisés par l'université. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais enfin, le monde universitaire qui est sous influence continue à considérer que ce sont des lubies d'extrême droite et que on fait une sorte d'obsession là-dessus. Donc à minorer plutôt le phénomène, on n'avance pas. Bon, alors revenons un petit peu à notre cher pays. Alors sans vouloir faire excessivement de politique, je suis quand même député RN, donc je vais en faire un peu. Vous avez peut-être remarqué que le gouvernement, ou les gouvernements successifs, adoptent en matière de lutte contre la criminalité, y compris à l'école ou autour de l'école, un ton de plus en plus martial. Donc la République contre-attaque, sursaut d'autorité, choc d'autorité, on lâchera rien, dit M. Attal en serrant ses petits poings, opération Place Nette de Darmanin, XXL, sous caméra, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est... Enfin, qu'en pensez-vous ? Il y a un très beau proverbe chinois qui dit « le mot chien ne mord pas ». Voilà. Donc tout ça, comme disait l'autre, ce sont des paroles verbales. Oui, exactement. Et ça n'a pas changé rien. Nous, on va sur le terrain. On va dans les quartiers, comme on dit, difficiles. Oui, voilà. Pourquoi je peux y aller ? Parce que, je vais vous faire une révélation,
les criminels adorent les criminologues. Ah ben, Il m'arrive d'être arrêté dans la rue par des petites racailles qui me disent « Ah, c'est toi, t'as vu à la télé, c'est cool ce que tu fais, c'est vrai que t'as vu des mafieux. » Les bandits s'imaginent que eux et nous faisons le même métier. Ah oui, très bien. Si j'étais docteur en physique nucléaire, ils n'auraient rien à me dire. Non, là... Criminologue, ah, c'est vrai que t'as vu des mafieux et tout. Donc, mais dans ces cas-là, quand j'ai le temps, je leur dis « Ouais, on va prendre un café. » Et puis je bavarde, j'apprends beaucoup de choses, naturellement. Mais donc, on risque rien. Et il y a quelques années, il y en a un, il arrête sa voiture, il dit « Oh, viens, et tout. » Et il dit « Tu sais, ma copine, elle te regarde à la télé, elle est fan, je peux prendre un selfie ?» Alors, je riais in petto en me disant « Dans 3 mois, les flics vont être chez moi en disant « Pourquoi il y a votre tête à côté du type à prendre un truc avec 2 kilos d'héroïne ?» Bon, je fais mon métier. Hein, donc, bien sûr. Et donc, on arrive assez facilement à ouvrir le dialogue avec eux. Donc, la difficulté, à l'heure actuelle, c'est que quand on leur parle, tout ce que dit le gouvernement n'arrive pas jusqu'à chez eux. Bien sûr, oui, voilà. Il y a un exemple, il y a encore quelques mois de ça. C'était au début de l'automne, quand il faisait encore beau. Je sors d'un rendez-vous, il y en avait 3 qui étaient étalés à une table de bistrot sur 4-5 chaises, comme ça, à prendre leur café. Et ils m'appellent, parce qu'ils sont nature. Hein. Voilà. Et donc, il y en a un qui me dit, je voudrais te poser, et tutoie tout le monde, je veux te poser une question. Il y a mon cousin, alors il a été au tribunal, et puis... Et il semble qu'il n'ait pas uniquement fait des peccadilles, et l'autre il ne comprenait pas parce qu'il était ressorti les mains dans les poches, et lui-même était choqué, il dit c'est pas normal, pourquoi voilà, donc tout mammifère a un sens plus ou moins inné de la justice. Quand le chat a piqué le gigot, la prochaine fois qu'il vous voit, il rase les murs, il se rend compte qu'il ne va pas se faire féliciter. Quoi. Donc les voyous en question, ils trouveraient normal, c'est réglo d'être sanctionné à un moment ou à un autre. C'est partie des règles du jeu, c'est les risques du métier. Ils jouent au foot, de temps en temps on prend un but, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils sont abasourdis de voir qu'il ne leur arrive rien. C'est fou. Parce qu'en réalité, ce qui est rouge sang dans le discours du ministre, ça devient rouge clair, rose pâle, blanc cassé, et puis sur le terrain, il n'arrive plus rien. Tout à fait, donc, alors, ce qui n'a rien arrangé, c'est que ce sont des gens jeunes. Pour la plupart, sinon mineurs, du moins de jeunes adultes. Très jeunes, exact, les mineurs et les jeunes adultes, ils ont quand même un sens plus ou moins aigu de la justice. C'est pas juste, c'est une expression de jeunes, ça. Et donc, quand ils ont vu qu'ils avaient en Monsieur Darmanin un type qui n'arrêtait pas de mentir, ben, ils n'avaient plus confiance du tout. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que quiconque les menace après, alors nous on a des bases de données, on suit ces phénomènes en permanence. Monsieur Retailleau est venu, Monsieur Retailleau a dit des choses d'autant plus justes que quand on regarde dans notre base de données, on a tous les sondages sur le régalien, 10 ans en arrière. Eh bien, ce qu'a dit Monsieur Retailleau, de 70 à 90% des Français le demandent, sondage après sondage. Donc, au lieu de dire « mais non, mais ça n'existe pas, mais les beautés du multiculturalisme et autres sornettes », un sentiment d'insécurité. Là, il a dit « oui, c'est vrai, mais encore, il faut le faire. » quoi. Parce que si cette fois-ci, après avoir fait le diagnostic, on continue à ne pas donner de traitement, et ben voilà. Ça sera pire que le mal, bien sûr. Et là, on constate que depuis que M. Retailleau est là, rien n'a changé. Rien du tout, non. Rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir chez les bandits un effet de sidération du style « oh là là, ça va barder », zéro. Et c'est rien passé. Non, rien. Pas de descente, pas d'opération, rien du tout. Mais non, c'est du Darmanin sans Darmanin. C'est-à-dire que le préfet dit « vous allez voir ce que vous allez voir, intolérable, inadmissible, voilà, et puis des grands mots, et puis il ne se passe rien. » quoi. Exactement, tout à fait. Oui, bon, il faut vous avez raison, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Bon, il faut admettre que M. Retailleau n'est pas aux affaires depuis bien longtemps, qu'il est, si je puis dire, contrôlé, au sens propre, par le ministère de la Justice, puisque tout passe forcément par les juridictions pénales, donc, et que le ministre garde des Sceaux ne semble pas être exactement sur la même ligne idéologique que le ministre de l'Intérieur, mais ce qui n'est pas nouveau, mais c'est dit en même temps macronien, c'est-à-dire que le risque, c'est qu'ils se neutralisent l'un l'autre. Bon, non, je remarque une chose, c'est, vous savez, à l'Institut de criminologie, la majorité de nos étudiants, c'était de futurs
magistrat parce qu'il venait là pour préparer le concours d'entrée dans la magistrature. Hein. Et donc, je connais un paquet de magistrats à droite et à gauche. Monsieur Migaud a été avalé par son cabinet en une semaine. C'est-à-dire qu'il est le type qui porte, qui lit les notes de son cabinet. Et puis, les gens de son cabinet, on aurait pu en trouver quand même de plus énergiques, si vous voulez, dans le domaine. Voilà. Bon. Alors, quelle est la solution? Elle est simple. On a un excellent code pénal, il faut l'appliquer tel qu'il est. Il ne sert à rien de pondre des lois toutes les semaines qui ne sont pas plus appliquées que les précédentes. Absolument, tout à fait. M'autorisez-vous à vous donner un exemple concret? Oui, bien entendu, avec plaisir. Il y a eu des émeutes. Oui, en juillet 23. Oui. Il y en a encore, là, il y en a encore 2-3 la semaine passée. Oui, tout à fait, donc il y a constamment des émeutes. Des dires même du ministère de l'Intérieur, la majorité des citoyens qui sont pris dans ces affaires-là sont des mineurs. Absolument. Eh bien, aujourd'hui même, là, quand je vous parle, dans le code pénal, il existe un article, l'article 227-17, qui dispose que tout parent qui a la responsabilité d'un mineur, que ce soit le parent biologique, parent adoptif ou le tuteur, et qui met... Alors, c'est là où les termes sont importants. Le mineur en état de danger physique ou moral est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Jamais appliqué. Jamais, du tout. Jamais. J'ai téléphoné à tous les magistrats que je connaissais. Ah non, c'est pas... Vous ne connaissez pas. Vous avez parfaitement raison. Ça fait écho à une chose que nous disons et écrivons souvent. Il y a des lois répressives suffisantes pour protéger les professeurs, les personnels, les fonctionnaires, même les abords des établissements. Tout ça, toute influence, toute tentative d'influence, de harcèlement, de menaces, etc., dans la classe, dans l'établissement et aux abords des établissements est réprimée par la loi, par le code pénal, par la loi pénale. Il n'y a eu 0 plainte de déposée, ni par un chef d'établissement, ni par le ministère, ni par le procureur de la République sur la base de l'article 40. Rien. Donc, si vous voulez, je suis d'accord, on se paye de mots. Le mot chien ne mord pas. Voilà. Le mot on va se battre, qu'est-ce qu'il raconte lui la République contre-attaque, c'est grotesque, c'est l'Empire contre-attaque, quoi. Hein. Des petits hommes verts. Donc, non, je suis d'accord avec vous. Il suffit d'appliquer. Il ne se passe rien sur le terrain. Non, il ne se passe rien. Il n'est pas besoin de loi d'exception, il suffira d'appliquer le code pénal, sans faiblesse, de l'appliquer, c'est tout. Mais, ni plus ni moins. Voilà, tel qu'il est. C'est tout. Alors, si on ajoute que le code pénal, naturellement, il est révisé et revu régulièrement. Oui, certes. La grande refonte, la dernière grande refonte du code pénal français, elle a été démarrée sous M. Bérégovoy, qui n'était pas Gengis Khan, et terminée sous M. Balladur, qui n'était pas Himmler. Non. Alors, c'est un code parfaitement raisonnable. Oui. Il a été révisé un peu de temps en temps parce que, évidemment, en 2024, il y a plus de vols de téléphones portables et moins de vols de bestiaux dans la région parisienne. Donc, plus toute la criminalité cyber qui n'existait pas avant. Pas du tout, bien sûr. Voilà. Le harcèlement, tout ça. Tout à fait. Voilà, donc tout ça a été révisé, mais le socle, il est solide et les magistrats disent il est bon. Alors, encore un problème avec la magistrature, c'est l'inflation des textes. Ben oui, bien sûr. Que ce soit nos textes à nous ou ceux que l'Europe nous oblige à transposer. Exactement. Oui. Chaque à peu près 4 ans ou 5 ans, là c'est des choses concrètes, hein, les magistrats reçoivent un livre dans lequel il y a toutes les incriminations. D'accord. C'est-à-dire... je tire la sonnette et je pars en courant, ou j'assassine ma vieille maman, etc. Et tout entre les deux, quoi. Et donc, c'est une liste avec des explications à chaque fois pour que le magistrat se reporte. Et voilà. Et puis, surtout pour que ce soit unifié à l'échelle nationale. C'est pareil partout. Le livre en question, la dernière version datait de 2017. Dalloz, tout le monde peut l'acheter, il n'est pas un mystère. Papier Bible, 1500 pages. Celui de 2023, 2200 pages. Bien sûr. Il a doublé de volume, pratiquement. Qui peut absorber ça, bien sûr. Attendez, et les gens à qui on demande d'absorber ça, ils n'ont pas une secrétaire de plus, ils n'ont pas... Donc, j'ai conscience qu'il y a un certain nombre de magistrats qui sont idéologiques, etc. Mais je dis, pour... un magistrat politisé, il y en a 50 débordés. Absolument, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. J'ai un étudiant
ancien étudiant, qui est procureur dans une grande ville en plus proche d'une frontière, donc les voyous adorent ça, parce qu'ils passent de l'autre côté, voilà. Donc, dans la ville en question, il devrait y avoir 15 procureurs, ils sont 9, voilà. Et lui, qui pour travailler, la justice doit être sereine. Bien sûr. Quand elle ne l'est pas, il y a des erreurs judiciaires. Bon. Alors, il devrait avoir 30 dossiers sur son bureau, il en a 300. Voilà. Donc et encore aujourd'hui, pour en finir, la France, par paquet de 100 000 habitants, a moins de procureurs que l'Albanie. Absolument, tout à fait, exact. Bon, et la Moldavie, ou Dieu sait trop quoi. Oui, je comprends. Oui, j'ai vu le chiffre il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Et effectivement, c'est la grande misère de la justice française. Ouais. Donc, pardon. Donc, revenons un petit peu à l'école. Alors, donc l'école est la cible, donc on l'a résumé, à la fois de lutte de territoire, de conflits de bandes, de conflits ethniques au fond, de tentatives d'influence ou de mise sous influence par les frères musulmans. Tout ça d'ailleurs n'étant pas du tout exclusif l'un de l'autre, hein, tout ça peut parfaitement se cumuler. Et donc très souvent éclate aux abords des établissements. Oui. Laissez-moi vous expliquer comment ça se cumule. Oui, dites-moi, oui. Ce sont des sociétés claniques. Oui. Et donc, il y a un cousin qui fait les frères musulmans et l'autre cousin qui vend de l'héroïne. C'est comme ça. D'accord. Ça se passe dans le cadre de grandes familles élargies. D'accord, chacun sa spécialité, si je puis dire. Quand il y avait eu la vague d'attentats dans les années 80, où des bombes avaient explosé à Paris, c'était les séquelles des affaires du Liban, vous savez, l'Irak, etc. C'était un clan. C'était l'Iran, hein. Donc c'était un clan chiite de la Beka, et donc il y avait un cousin qui était le concessionnaire d'une grosse marque de voitures, l'autre cousin qui était le mollah du Hezbollah, et le troisième cousin qui avait le laboratoire d'héroïne. Qui était l'artificier Ce qui fait que dans la cachette à Paris, on avait retrouvé des boulons pour les voitures, de l'héroïne et puis des explosifs. Extraordinaire. C'était les domiciliés du clan à Paris. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est clanique, c'est ça. Bah oui, c'est ça, des tribus. Oui, entendu, très bien. Alors, il y avait une expérience sous Sarkozy. Sarkozy était à l'époque ministre de l'Intérieur et, parce que c'était cumulable, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et il avait implanté dans quelques établissements, à la suite justement d'émeutes, pas d'émeutes, non, de bagarres de rue, il avait implanté des policiers en uniforme munis de leur arme de service pendant quelques heures par jour et pendant quelques mois. Bon, je m'interroge, est-ce que vous pensez que ça pourrait... comment dirais-je, contribuer à ramener une certaine forme de sécurité, sinon de sérénité, dans les établissements des quartiers prioritaires de la ville? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée complète? Ça me paraît difficilement admissible, simplement au niveau du principe. Je suis enseignant quand même. Oui, donc, voilà. Comme vous vous rendez compte, les malheureux obligés de faire classe avec... non. Même si ça les sécurise. Non, il y aurait un policier référent dans l'établissement, à la loge. Oui, bien sûr. À la loge. Oui, bien sûr. Mais même, comment voulez-vous... Enfin, ça consiste vaguement, on n'y réussit pas toujours, mais à ouvrir l'esprit des gens pour arriver à leur enseigner des choses. Faire ça sous la menace d'un homme armé, même s'il n'est pas... C'est la protection. Oui. Mais tout le monde ne le prend peut-être pas comme ça. Vous pensez que ça serait contre-productif? Je pense que l'ordre doit être mis dans les quartiers et que de ce fait-là, l'ordre reviendra à l'école. C'était peut-être... Le fait que ça a été essayé ne me choque pas, mais le fait que ça soit généralisé, c'est quand même... c'est une forme de société. Enfin, moi, je n'ai pas envie que mes enfants soient dans des voilà, quoi. Beaucoup de parents non plus, qu'ils soient ça les inquiéterait gaulois ou immigrés ou quoi que ce soit. Ça les inquiéterait, l'idée qu'il puisse y avoir un policier en uniforme armé qui patrouille dans l'établissement, ça leur ferait plus peur qu'autre chose, c'est ce que vous dites. C'est pas ça, c'est que pour... un petit voyou que ça va dissuader, il va y avoir 50 autres que ça va mettre mal à l'aise, etc. Donc je me demande, spontanément, je peux pas, il n'y a pas eu une expérience qui aurait été analysée scientifiquement, spontanément ça fait partie, là on est dans le remède qui est pire que le mal. D'accord, bon. Donc pour vous, il n'y a pas d'autre solution que de rétablir l'ordre dans les cités, quoi. Clairement. Mais c'est pas surhumain. Non, mais non, c'est pas surhumain. C'est pas surhumain. Je le demande. Non. Je me souviens... C'était au début de l'année 2020. Ça doit être quelques semaines avant le confinement. J'ai été pendant 15 ans professeur à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. J'ai une vieille amitié avec eux. Je les ai vus monter en grade, lieutenant, capitaine, commandant, aujourd'hui même général. Donc, de temps en temps,
le sommet de la hiérarchie, ils font des petites conférences entre eux pour voilà, s'enrichir mutuellement. Et toi, comment ça se passe, etc. Donc, pour se tenir au courant. Et ils font venir des fois un interlocuteur extérieur. Et ce jour-là, c'était moi. C'était à Satori, dans leur grande base. Et à la fin, on a parlé des banlieues toute la journée, toute la matinée. Et à la fin de la matinée, s'est levé un des grands noms de la gendarmerie nationale. Alors là, j'ai pris un coup de vieux. Il me dit, Monsieur Hofer, vous vous souvenez, vous avez été mon tuteur à l'école de guerre, ça devait être 30 ans avant, quoi, un truc comme ça. Alors, c'est un des fondateurs du GIGN, un personnage considérable dans la gendarmerie. Je lui dis, général, oui, sans doute, mais vous savez, j'en ai eu tellement. Et puis je les ai fait rire en disant, les gendarmes, ils sont tous en uniforme, donc ils ont tous la même tête. Donc j'ai un peu de mal des fois à trier. Mais alors, pourquoi l'avait-il désigné lui ? Parce que c'était le plus ancien dans le grade le plus élevé, qui pour des militaires, ça veut dire que la parole sera forte. Et il m'a dit, Monsieur Hofer, nous sommes prêts. Si jamais nous en recevons l'ordre, et parlant des cités hors contrôle, il dit, on remet tout ça d'équerre en 6 mois. Ah oui, très bien. Les gendarmes sont comme les pompiers. 10% on éteint l'incendie, mais 90% on travaille, on fait de la formation, du renseignement, des trucs pour savoir éviter les incendies. Bien sûr. Donc, mais là, il n'avait pas l'air de rigoler du tout. Les autres opinaient du chef. Il dit, nous n'avons pas encore reçu cet ordre, mais le jour où nous le recevons, donc la représentation nationale, c'est vous. Le jour où un président ou une présidente donnera l'ordre, eh bien, ils savent faire et ils peuvent faire. Bon, très bien. Parce que, à mesure où les villes grandissent, maintenant, il y a beaucoup de cités hors contrôle en zone gendarmerie. Oui, en plus, bien sûr. Ils ont le problème concrètement. Oui. Alors, ils étudient, et je pense que... Je pense qu'ils n'aient pas beaucoup d'endroits où ils n'aillent pas. Ils travaillent. Pas forcément officiellement, vous voyez ce que je veux dire. Et ils savent où sont les armes, ils savent où sont les caïds, etc. Et voilà. Et le jour où on convoque le général en chef en disant « Général, vous avez dit à un de nos amis, maintenant allez-y, voilà, hop ». Et je vais même vous dire une chose, eux et les policiers n'attendent que ça. Ils en ont marre de baisser le nez. Je pense aussi. Je pense aussi qu'ils en ont assez d'être humiliés en permanence, et pas seulement par les manifestants. Bon, très bien. Écoutez, cher Xavier Hofer, ceci va conclure notre entretien. Je forme le vœu que votre dernière phrase puisse être suivie des faits dans les années qui viennent, n'est-ce pas ? Ce qu'à Dieu plaise. Je ne souhaite pas. Voilà, exactement. Je pense qu'en effet, nous serons en mesure, si Marine Le Pen parvient à la magistrature suprême, de reprendre le contrôle de notre propre territoire et de notre propre destin. En tout cas, je pense que nous en avons et la volonté et les moyens. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien.